Bonjour à tous. Vous allez devoir me subir encore pendant 20 minutes avant de manger, mais promis, ça va arriver très vite. Donc aujourd'hui, alors je me présente très rapidement, je suis Alexandre Sigouin, je suis le cofondateur de MyPoseo. On est une plateforme SEO qui aide depuis 10 ans les SEO in-house et les agences à construire et mesurer les performances de leur campagne SEO. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet qui va prolonger, mais arriver en amont un petit peu des deux sujets que vous venez de voir, à savoir comment on peut analyser les SERP, à savoir les pages de résultats de Google, pour saisir les meilleures opportunités SEO et ensuite travailler sur sa production de contenu et ses aspects techniques. Alors on va principalement voir des stratégies pour ensuite optimiser son contenu, et vous allez voir que entre guillemets, les takeaways de cette présentation, c'est avec quoi vous allez repartir, comment on fait pour comprendre les résultats de Google, comment on fait pour les détecter, les analyser, comment on peut les utiliser quand on veut faire sa stratégie de contenu, et ensuite comment on peut rédiger son contenu en conséquence pour optimiser ses pages pour le SEO. Donc pour vous présenter tout ça, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, vous allez utiliser votre superbe enceinte vocale. Alors Olivier a tiré à balles réelles sur le vocal. Donc vous allez demander, OK Google, trouve-moi une lampe de bureau design, sans fil et pas cher. La réalité, c'est qu'elle va vous répondre, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de résultat pour cette recherche. Donc on va passer sur un truc un petit peu plus logique, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous allez taper dans Google et vous allez aller chercher votre produit lampe de bureau. Je prends le cas de vous qui allez aujourd'hui chercher dans le moteur de recherche pour trouver un produit, mais on va se mettre de l'autre côté du miroir. Je suis quelqu'un qui vend des lampes de bureau et je veux optimiser les pages de mon site web sur cette requête. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a une SERP, donc la SERP, c'est la page de résultats, qui est devenue ultra compétitive. Non pas juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se positionner en SEO, mais surtout parce que Google nous a rajouté des tonnes et des tonnes de nouveaux résultats enrichis, qu'on a appelé la recherche universelle, mais aussi des ads qui sont de plus en plus camouflés à l'intérieur de la page de résultats. Et tout ça pose un problème, c'est que quand on travaille sur sa visibilité organique et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les résultats des moteurs de recherche, il y a 40% de résultats simplement en termes de visibilité globale, je parle bien visuel, qui sont des résultats organiques. Principalement aussi sur les requêtes qui sont des requêtes e-commerce. La réalité, c'est que quand on tape et qu'on se remet dans le cadre de son navigateur, on se rend compte que finalement, il y a quasiment plus de liens ou quasiment plus de résultats organiques qui sont visibles directement par les utilisateurs. Et là, je vous parle du desktop, mais je ne vous parle même pas du mobile, sur lequel il faut à minima des fois scroller 2 fois pour arriver sur un premier lien qui soit organique. Donc là, c'est un exemple. J'ai pris un écran 24 pouces, ce qui est quand même une norme assez élevée. J'ai 800 à 900 pixels sur cette requête lampe de bureau. Il n'y a aucun résultat organique sur cette page. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on peut analyser et tirer parti finalement de ce que Google nous donne sur des ensembles de requêtes pour saisir uniquement les meilleures opportunités SEO. Parce que c'est toujours la problématique qu'on a en amont de la production de contenu ou de l'optimisation, c'est comment on fait pour arbitrer ce sur quoi on va travailler en priorité. La première étape, c'est une étape qui est très importante. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit juste dans les conférences avant. On vous a donné des outils, on vous a donné des méthodologies. Je passe assez rapidement là-dessus. Le principe, c'est trouver les bons outils pour trouver le maximum de déclinaisons et le maximum de choses que vous pouvez avoir sur vos listes de mots-clés. Trouver du champ lexical qui soit un peu étendu. Voilà. Il y a plein d'outils qui le font. Il y a des outils de suggestion de mots-clés, il y a des outils qui permettent d'avoir des champs lexicaux étendus, des champs sémantiques aussi étendus. Alors, le plus important pour moi, c'est surtout comment vous le catégorisez. Parce que ça, vous allez voir que ça a un impact très important. Là, j'ai pris un seul exemple, une catégorie, lampe de bureau. Mais quand je suis un site e-commerce, j'ai des multiples catégories. C'est l'exemple que vous avez à droite. Le principe, c'est de se dire, quand vous arrivez à catégoriser de manière très fine et avancée avec des catégories sous-catégories, vous allez voir l'impact que ça va avoir derrière sur ma stratégie de contenu basée sur les SERP. Donc ça, c'est juste un petit screenshot de ce qu'on a l'habitude de faire chez nous, à savoir, on prend les mots-clés, on les catégorise de manière très fine et on a la capacité de voir déjà le search volume de ces mots-clés ou de cet ensemble de mots-clés ou cet ensemble de champs lexical par rapport les uns aux autres, ce qui va nous permettre aussi de mettre le poids du corps sur le volume de contenu et les différents contenus. Et ça, c'est déjà une base, un prérequis. Ensuite, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, mais il faut aussi avoir un niveau de granularité qui est important à l'intérieur de vos catégories, c'est les différentes intentions. Donc les intentions, c'est
comment je peux mieux comparer, comment je peux aider mon client à choisir et comment je peux l'aider à acheter. Ce n'est pas les mêmes types de pages qui vont se positionner, donc ce n'est pas les mêmes types de contenus que je vais produire. Et je ne vais pas non plus cibler les mêmes requêtes ou le même champ lexical. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire qu'en plus de votre recherche de mots-clés catégorisés, il faut ajouter cette étape d'intention. Pareil, je ne reviens pas sur les outils qui permettent de le faire. Il y a tout un tas d'outils et de solutions qui permettent d'aller identifier les intentions de manière quasiment automatisée. La deuxième étape, quand on a fait sa superbe recherche de mots-clés, alors on a tendance à souvent se dire, bon, bah, je prends ceux qui ont le plus gros search volume, et puis c'est parti, je vais travailler sur ceux-là parce que c'est ceux qui vont générer plus de trafic. Bah oui, mais c'est aussi ceux qui génèrent le plus de concurrence. Il y a beaucoup d'informations sur cette slide, mais l'information qu'il faut retenir, c'est justement que Google nous a assommé de formats et de résultats qui sont affichés sur les pages des différents mots-clés et des différentes catégories de mots-clés. Et en fait, on va utiliser ça à notre avantage pour définir une stratégie de contenu qui soit performante et surtout qui réponde de manière très précise à la fois aux catégories et à la fois aux différents types de requêtes qu'on va cibler. Je vous donne quelques exemples. Quand vous allez détecter sur une expression ou sur un mot-clé ce qu'on appelle des PA, donc c'est les autres questions posées, on peut se dire légitimement qu'il y a un aspect éditorial derrière la requête et qu'il y a une question en trame de fond. L'intention est une question. Google est très bon pour le faire. Utilisons ce que Google est capable de nous proposer directement dans la SERP. C'est un peu la même chose avec les feature snippets. Quand j'ai un résultat feature snippet qui est une réponse directe à ma requête, si j'ai tapé ici, je pense que la requête c'était meilleure lampe. Meilleure lampe, c'est quand même un mot-clé très générique et très court. Il a quand même compris que j'étais dans une phase de recherche et je me posais une question. Quand on a, par exemple, il y a d'autres informations qu'on peut utiliser dans les SERP, notamment tout ce qui est ce qu'on appelle rich snippets. Donc, c'est les extraits enrichis qui sont visibles sur les résultats organiques dans la page. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez sur une page de résultats et que vous vous dites, bah tiens, c'est marrant, tout le monde a mis des avis sur ces pages, et c'est uniquement les pages e-commerce qui ressortent avec des avis, légitimement, on peut se dire, bah, c'est plutôt une requête produit, et ce qui va ressortir et ce que je vais devoir travailler, c'est plutôt ma page produit. Donc la SERP nous donne déjà pas mal d'infos. Dans la SERP, il y a aussi d'autres éléments, et il y a notamment tout ce qui est texte enrichi. Olivier l'a dit tout à l'heure, donc il vous a spoilé un petit peu, il vous l'a dit un peu en large. Je vais vous donner un aspect un tout petit peu plus profond pour que vous puissiez analyser et voir dans quel cas c'est intéressant d'aller travailler sur du contenu riche, type images, vidéos ou autre. Notamment sur les marques. Donc là, il y a plein de nouveaux résultats qui ressortent maintenant dans le moteur de recherche. Donc il y a des images. Quand vous cherchez une lampe sans fil, etc., bah, vous avez des possibilités d'être aussi positionné dans les images. Il y a des vidéos qui apparaissent, souvent d'ailleurs très très haut dans la page. On l'a vu tout à l'heure. Et puis maintenant, vous avez même des suggestions qui sont « Ah, vous cherchez une lampe de bureau. Tiens, j'ai détecté qu'il existait certains types de marques. » Donc Google va même vous proposer ça. On va voir comment on peut l'utiliser. Je fais ma recherche de mots-clés. Je vais analyser et je vais prendre à mon avantage la SERP pour créer mes contenus. Ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ok, je vais prendre en compte la SERP pour créer mes contenus, mais il y a aussi un truc qu'il faut que j'analyse, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup sur mes requêtes d'aller travailler, produire du contenu, produire peut-être 1, 2, 3, 10 contenus sur le même champ lexical pour au final apparaître derrière un résultat shopping, un résultat feature snippet, un résultat people also ask, et puis se retrouver ici. Donc, je vous ai fait un petit screenshot d'un mot-clé qui est en anglais, et c'est exactement le même principe sur tous les moteurs de recherche. Ici, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors là, quand je présente ça, généralement, les gens se disent, mais ils se tirent une balle dans le pied, ils développent une plateforme qui permet de suivre les positions des mots-clés dans les moteurs de recherche, et il nous dit que c'est fini et que les outils de rank tracking sont voués à disparaître. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que aujourd'hui, si on reprend l'exemple que je vous ai donné, quand vous utilisez un outil de suivi de position, l'outil de suivi de position va vous dire « Coucou, sur cette requête, t'es premier ». La réalité, c'est que je suis premier, certes, mais je suis complètement invisible dans la page. Je suis bloqué en dessous d'une ads, en dessous d'un résultat Google Maps, en dessous aussi d'un résultat shopping qui est quand même omniprésent, et je me retrouve ici. La majorité des outils vont vous dire « C'est bien, vous êtes premier, ça ne bouge pas, alléluia, tout va bien ». Maintenant, si on s'attarde à un truc qui est un peu plus important, c'est plutôt que de suivre les positions organiques, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on suive les positions des blocs à l'intérieur de la page de Google? Est-ce que ça ne nous donnerait pas une information qui serait un petit peu plus réaliste, de se dire, bah, vous n'êtes pas premier ici, vous êtes plutôt le troisième bloc, et puis bah, par ailleurs, vous êtes aussi un peu en dessous de la ligne de flottaison, mais ça, bah, quand on est troisième,
On ne le sait pas. La réalité, c'est que si on voulait bien faire le boulot, et c'est ce que je vous engagerais à faire si vous deviez prioriser et choisir vos combats, c'est qu'au-delà du search volume, au-delà de la compétitivité des keywords ou même du champ lexical global que vous allez choisir, bah là, si je fais une vraie analyse, avant moi, il y a 4 liens, donc finalement, je suis 5e. Et puis, je suis en dessous de la ligne de flottaison, ça veut dire que je suis invisible. Donc, est-ce que je vais travailler ce mot-clé flower seed de manière très poussée et est-ce que je vais vraiment produire énormément de contenu dans un objectif de ressortir sur ce mot-clé-là en priorité? Je ne sais pas. Est-ce que je vais malgré tout l'intégrer dans ma stratégie? Potentiellement oui. Sauf qu'en réalité, si je regarde bien, il y a peut-être un très gros search volume sur ce mot-clé-là, mais la visibilité organique est quand même très faible. C'est là qu'on peut voir aussi la notion de travail en équipe entre la personne qui s'occupe du SEO et la personne qui s'occupe du paid. Sur un keyword comme ça, si j'ai cette information de pixel et je sais que le premier résultat organique est 5e, j'aurais tendance à dire à mon agence ou à mon collègue qui bosse sur le ads, vas-y, achète. Achète, on aura éventuellement une double visibilité, mais c'est sûr qu'en plus, on sera au-dessus de tout le monde et on va être plus visible. Donc concrètement, vous avez compris qu'en analysant la SERP, sur l'ensemble des keywords que vous avez définis, que vous avez pertinemment catégorisés par intention, etc., bah vous avez un choix qui va être aussi maintenant beaucoup plus facile. C'est est-ce que vous allez prendre le keyword sur lequel vous allez être visible ou est-ce que vous allez prendre le keyword sur lequel vous ne serez pas visible? Et je n'ai pas fait rentrer la concurrence dans tout ça, mais la concurrence, c'est forcément ce qui va se passer. Voilà à quoi on arrive quand on arrive à analyser cette information et à se dire comment je vais produire mes contenus en fonction de mes différentes catégories, en fonction de mes différents keywords, et est-ce que ça vaut le coup, tout simplement. C'est un peu barbare comme ça a l'air un peu énervé, mais ici vous avez vos catégories de mots-clés, donc il y a un certain nombre de mots-clés dans chacune de vos catégories. Vous avez votre volume de recherche mensuel, donc ça vous permet de pondérer et de regarder, bah voilà, sur mes barrières, j'ai 7000 de recherche mensuelle, c'est une petite catégorie. Sur les fournitures extérieures, j'ai 950 000 de recherche mensuelle, c'est une grosse catégorie. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé qu'est-ce qu'il y a dans la SERP à chaque fois. Est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des vidéos? Sur quel pourcentage de mes mots-clés je vais retrouver ce type de résultat? Et quand on regarde ça, finalement, bah, c'est assez simple de se dire, dans la catégorie jardinage, si je dois choisir la façon dont je vais produire mon contenu, bah, je vais mettre beaucoup d'images, je vais cibler les featured snippets, et c'est la même chose par exemple sur l'entretien de la pelouse. Là, je vais plutôt faire des vidéos, parce que c'est ce que Google me sort dans les résultats, et c'est ce qui plébiscite, et je vais aussi utiliser énormément les réponses, parce qu'en fait, il y a 36% des mots-clés sur lesquels j'ai des featured snippets. Si j'ajoute à ça la pression des résultats ads, est-ce qu'il y en a beaucoup? Sur combien de mots-clés il y a des résultats ads? Et que j'arrive à extraire cette donnée dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la position physique finalement de votre mot-clé ou de la position physique du premier résultat organique, ben en fait, j'ai défini un système d'arbitrage un peu simple pour me dire sur quoi je vais travailler en priorité. Ben moi, personnellement, j'irais plutôt travailler sur les mots-clés sur lesquels j'ai une possibilité d'être positionné au-dessus de la ligne de flottaison. Donc là, c'est le chiffre que vous avez là. Il y a 51% des mots-clés qui affichent au moins un résultat organique au-dessus de la ligne de flottaison. J'irais forcément plutôt là, plutôt qu'ici, où il y a uniquement 28%, ou ici, où il y a 13% des mots-clés qui affichent un résultat au-dessus de la ligne de flottaison pour une raison toute bête, c'est qu'il y a des vidéos, il y a des feature snippets, il y a des PA, et la majorité des résultats organiques se retrouvent tout en bas de la page, au milieu, voire vraiment tout en bas. Donc ce tableau, il est intéressant. Et ce tableau, il est là pour analyser au global par catégorie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder forcément, bah, eux, vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu plus en détail sur la fin de la méthodologie, c'est dans quoi sur quel type de résultats mes concurrents sont positionnés. Ça veut dire, est-ce qu'ils utilisent en gros toutes ces techniques de je positionne des images, je suis positionné dans les PA parce que j'ai bien rédigé mes contenus, etc. Donc là, c'est un petit exemple sur une base de mots-clés qui a été extraite où on dit, bah voilà, est-ce que voilà, les sites sont positionnés sur du feature snippet? Est-ce qu'ils sont positionnés dans les people also ask, donc les autres questions posées dans les images? On peut voir par exemple, là on est sur du bricolage, que Eureka, bah, ils ont bien travaillé les réponses aux questions. Ils sont présents dans plus de 5000 PA, c'est-à-dire que sur la base de mots-clés qui a été auditée ici, il y a plus de 5000 PA. Pourquoi ça va nous servir ça? Parce que derrière, bah, une fois qu'on a récupéré cette info, vous avez pris vos mots-clés, vous allez analyser tout ce qu'il y a dans les SERP, vous récupérez l'intégralité des sites qui sont positionnés. Et finalement, ça ne va pas être très compliqué de se dire
Je peux aller voir les meilleures pages qui sont positionnées par mes concurrents. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à extraire. Voilà. Combien de mots-clés sont positionnés, quelle est la position de mes concurrents, quel trafic estimé, entre guillemets, on peut générer, et eux génèrent sur la liste des mots-clés que je suis en train d'auditer, ce qui va vous donner des idées de format pour travailler le contenu que vous allez faire sur les différentes catégories que vous avez définies. Donc, si je reprends ma catégorie tout à l'heure qui était entretien du jardin, je vais regarder comment mes concurrents produisent leurs pages. Je vais regarder est-ce qu'ils utilisent des images, est-ce qu'ils utilisent des vidéos, comment ils ont utilisé le schéma.org pour faire ressortir leurs différents résultats potentiellement, soit dans des feature snippets, soit dans des PA, soit ajouter des avis d'utilisateurs par exemple. Et sur cette base-là, je vais être capable aussi de produire mes contenus et de m'adapter à ce que la concurrence propose dans Google. M'adapter à la concurrence et ce qui est proposé dans Google, ça veut dire j'ai la liste des top pages, ça me prend une dizaine de minutes d'aller ouvrir toutes ces pages-là et de regarder sur quel format on est. Vous pouvez l'automatiser, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Vous prenez cette liste, vous allez la scraper avec un outil, et puis vous allez compter le nombre de mots qu'il y a dans la page, le nombre d'images, le nombre de titres, extraire par exemple les informations, quels sont les mots-clés qui ont été utilisés dans ces pages-là, etc. Ce qui va vous donner en fait de la matière pour briefer quelqu'un qui va produire le contenu ou pour le produire vous-même. Donc là, j'ai pris juste un petit exemple, mais généralement, ce qui peut être intéressant et ce que vous pouvez extraire de toute cette information et cette data que vous avez collectée, c'est pour chaque catégorie, quels sont les types de pages? Est-ce que c'est une page produit? Est-ce que c'est une page catégorie? Est-ce que c'est une page édito? Quelle est la taille du contenu de mes concurrents? Je jette un petit coup d'œil à ma montre. Quelle est la taille du contenu de mes concurrents? Comment eux organisent leur contenu à l'intérieur des pages pour se positionner sur une catégorie? Et ça ne veut pas dire que si vous l'avez fait pour une catégorie, ce sera la même chose pour une autre. L'avantage d'utiliser les SERP et davantage d'utiliser cette data-là, c'est que vous allez pouvoir produire des contenus qui sont spécifiques avec des templates qui sont aussi spécifiques en fonction de la concurrence et en fonction de ce que Google va ressortir. Bien penser du coup à regarder, c'est ce que je vous disais, le balisage schéma, et puis comment vos concurrents ont réalisé leur maillage interne, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait des liens vers leur page catégorie, etc. Voilà, on est dans un cas un peu particulier sur un site qui du coup se positionne sur des mots-clés produits, mais qui est un comparateur, ou qui fait des comparatifs et qui fait de l'affiliation. On est étonné de retrouver ce type de site aujourd'hui face à des gros acteurs du marché. Malgré tout, ça veut dire à la fois le contenu, il est long, il est important et il fonctionne bien. Et après, c'est pas le seul aspect. Il y a aussi des aspects, bien sûr, de netlinking et de techniques internes, mais c'est déjà un bon début. Justement, pour finaliser cette approche-là, on parle souvent de compétitivité quand il faut choisir ses mots-clés ou qu'il faut choisir ses combats. Moi, j'ai tendance à dire la compétitivité au regard de qui? Quand je suis le roi Merlin, est-ce que je vais vraiment m'embêter à regarder un indicateur de concurrence sur un mot-clé? Est-ce que je ne suis pas le leader sur le marché et est-ce que je ne suis pas capable d'aller chercher n'importe quelle requête? A contrario, quand je suis Barbecue & Co, alors j'ai pris ça parce que vous avez dû voir rapidement dans ma première slide que j'étais, il y a 10 ans, j'ai été champion du monde de barbecue. Voilà, donc j'ai un fort attrait pour cette thématique. Mais Barbecue & Co, c'est un tout petit site, ils sont spécialistes, et pour autant, ça ne les empêche pas d'être devant le roi Merlin sur un mot-clé très générique comme barbecue. Donc la concurrence, c'est toujours à mettre au regard de vos capacités et du marché existant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de limitation là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux utiliser la SERP pour définir sa stratégie. Et je vais conclure très rapidement, mais il faut aussi choisir ses combats. Donc, une fois que vous avez toutes les informations qui sont dans la SERP, choisissez vos combats. Les requêtes qui sont plus longues ont des meilleurs taux de clics et sont plus rentables. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces requêtes-là pour avancer. Et enfin, pour conclure sur tout ça, quand vous avez mis en place votre recherche de mots-clés, que vous avez analysé la SERP, que vous avez défini vos combats au regard de la concurrence, que vous avez une idée à peu près précise du volume de contenu qu'il faut produire, etc., il va falloir suivre tout ça. Pourquoi c'est important de suivre tout ça? Parce qu'avec l'arrivée de nouveaux formats de manière constante, il va se passer ce qui se passe ici, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je vous disais que les outils de suivi de position actuels ont encore du retard, c'est que ma position moyenne ici n'a pas bougé, voire même elle a légèrement progressé. Par contre, Google a développé et déployé des featured snippets sur ma requête, donc j'ai énormément de nouveaux résultats, et là je vous parle de quasiment 2000 keywords, sur 2500 keywords. J'avais des feature snippets sur 200 mots-clés, on est dans une thématique voyage, et là, entre août et novembre, j'ai quasiment 2000 mots-clés sur lesquels Google a déployé les featured snippets. Ma position moyenne, elle n'a pas changé.
Le client, il vient nous voir, il nous dit j'ai une chute massive de mon trafic, mes CTR sont en train de s'effondrer, mais ma position n'a pas changé, je ne comprends pas. Bah, c'est très simple en fait. Si vous regardez bien, quand vous êtes positionné entre les positions 1 et 3, est-ce que vous êtes au-dessus de la ligne de flottaison ou pas? Bah, en fait, vous allez vous rendre compte que vous aviez 2000 mots-clés positionnés dans le top 3, au-dessus de la ligne de flottaison. Quand la feature snippet est arrivée, il y a plus de 1000 mots-clés qui sont descendus en dessous de la ligne de flottaison, et ça n'a fait que chuter. J'ai pas mis la courbe de trafic, mais la courbe de trafic, elle est juste proportionnellement, elle suit exactement cette visibilité. Et c'est pour ça que finalement, si je dois choisir, là je vous ai parlé de choisir son combat quand on va développer une nouvelle thématique, mais c'est aussi le cas quand on veut conserver son positionnement sur une thématique existante. Là, typiquement, bah, sans analyser et sans suivre ce qui se passe dans la SERP et sans mesurer de manière vraiment pertinente la position et la visibilité que j'ai dans la slide, dans Google, bah, je peux difficilement prendre les bonnes décisions et je peux difficilement avancer. Voilà, je récapitule pendant les 15 secondes qui me restent, juste sur la formule magique, entre guillemets, de comment vous pouvez utiliser la SERP pour prioriser votre stratégie ou votre optimisation de contenu. Une recherche de mots-clés bien catégorisée et suffisamment profonde, avec des intentions, etc. Des outils qui permettent d'analyser la SERP, d'aller collecter ces données par groupe, par catégorie, par sous-catégorie au global, et d'analyser la visibilité organique réelle que vous pouvez capter. C'est-à-dire, est-ce que j'ai de la place ou pas? Est-ce que je suis au-dessus de la ligne de flottaison ou pas? Et est-ce qu'il y a vraiment de la place pour moi en organique? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il ne faut mieux pas produire une vidéo ou utiliser des images? Bien étudier la concurrence sur les mots-clés, les catégories et les sous-catégories éventuelles que j'ai traitées. Être réaliste aussi, parce qu'il y a un moment où il faut souvent être réaliste quand on doit faire cet arbitrage, c'est être réaliste sur ma capacité de production et d'atteinte de mes objectifs. Est-ce que je suis capable de produire 200 contenus sur une thématique lampe de bureau? Peut-être pas. Du coup, est-ce que je ne vais pas plutôt choisir d'attaquer la longue traîne sur ce sujet-là? Certainement. Et puis le monitoring, vous avez compris, le monitoring il sert en entrée pour collecter vos datas, mais il sert aussi au quotidien quand vous développez vos contenus, parce que demain, Google peut sortir un nouveau format hyper intéressant, mais pas intéressant pour vous. Tout ça devrait vous permettre de faire des meilleurs choix, en tout cas j'espère. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, je serai disponible pour en discuter. Peut-être que cette approche, d'ailleurs, ne vous convient pas. Je suis ouvert à toutes les discussions pour qu'on puisse en discuter sereinement. J'espère que ça vous aura aidé à faire de meilleurs choix sur vos stratégies de contenu. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.